Je m'appelle Chloé. J'avais 25 ans et je venais de poser ma fourchette quand ma belle-mère m'a regardé par-dessus la table du restaurant pour m'ordonner de lui céder mon appartement. Pas de demande, pas de suggestion, un ordre pur et simple. C'était un dimanche. Nous étions en plein brunch, le genre de repas que mon père, Marc, organisait une fois par mois dans un petit bistrot chic du quartier du Marais pour maintenir la paix entre ces deux familles. Nappe blanche, mimosa, ma demi-sœur Léa assise en face de moi, les yeux baissés, triturant ses œufs comme si elle savait déjà ce qui allait arriver. Ma belle-mère Béatrice a parlé assez fort pour que la table d'à côté entende. « Chloé, nous avons décidé que tu allais rendre ton bail car Léa a besoin de cet appartement. » J'ai regardé mon père. Il me regardait déjà. J'ai dit non. Ce seul mot a été le début de quelque chose que Béatrice n'avait pas vu venir. Cet appartement était à moi de toutes les manières possibles. Je l'avais trouvé 2 ans plus tôt après avoir économisé pendant 14 mois avec un salaire d'assistante administrative. Le loyer était de 950 € par mois et j'avais négocié le bail moi-même, payé la caution avec mes propres économies, et je l'avais meublé avec des pièces d'occasion que j'avais montées moi-même sur 3 étages sans ascenseur. C'était un studio, mais c'était le mien. Ma mère était décédée quand j'avais 15 ans. Mon père s'est remarié avec Béatrice 4 ans plus tard. Béatrice est arrivée avec Léa, qui avait 13 ans à l'époque et ne s'est jamais vraiment habituée à l'idée que mon père avait déjà une fille. Cela n'a jamais été formulé clairement mais ça se voyait dans les petits détails. Léa a reçu une Renault Clio toute neuve pour ses 18 ans alors que j'ai simplement reçu une carte. Les frais de scolarité de Léa dans son école de commerce privée ont été entièrement payés par un compte joint que mon père et Béatrice partageaient alors que j'avais dû contracter 2 prêts étudiants pour mes frais de vie. Je ne parlais pas de ces choses-là car cela ne servait à rien. Ce que j'avais construit à 25 ans, je l'avais construit seul et cet appartement en était la preuve la plus concrète. Il y avait une autre chose importante concernant cet appartement car il était à 15 minutes de l'hôpital où j'avais commencé à faire du bénévolat après la mort de ma mère, un groupe de parole pour adolescents en deuil qui se réunissait le jeudi soir dans une salle jaune pâle au 3e étage. J'y allais depuis mes 17 ans, d'abord comme participante, puis finalement comme bénévole de soutien. Le quartier, le trajet, la place de parking, la marche du jeudi soir, tout cela était lié à cet appartement d'une manière que je n'aurais pas pu expliquer à Béatrice même si je l'avais voulu. Mon père m'avait d'ailleurs aidé à emménager en portant des cartons et en montant mon étagère Billy à l'envers la première fois tout en riant. Il était fier de moi et je le savais. Béatrice n'était pas venue aider et elle n'avait jamais mentionné l'appartement jusqu'à ce dimanche. Voici ce que je ne savais pas encore lors de ce brunch car 2 mois plus tôt, Léa avait perdu son emploi et avait été expulsée de son logement à l'autre bout de la ville. Elle logeait chez une amie mais cet arrangement touchait à sa fin. Béatrice préparait apparemment sa solution depuis des semaines et cette solution était mon appartement. Je ne savais pas non plus à ce moment-là que mon père avait déjà entendu le plan de Béatrice et qu'il lui avait déjà dit non. Béatrice n'y est pas allée avec des pincettes et a dit que Léa était de la famille et que la famille devait partager. Elle a ajouté que j'étais toute seule dans un studio et que Léa avait besoin d'un plus grand espace mais que mon logement était mieux que rien et que je pouvais bien trouver une chambre de bonne quelque part. Une chambre quelque part alors que j'avais un bail et que j'avais déjà payé 7 mois de loyer d'avance pour cet appartement. J'avais un voisin qui arrosait ma plante quand je voyageais, un propriétaire qui connaissait mon nom et une place de parking. Je n'étais pas entre 2 logements car j'avais un foyer. J'ai dit cela calmement en précisant que je ne céderais pas mon appartement. Béatrice a regardé mon père en lui ordonnant de me parler. Mon père a posé sa tasse de café puis a regardé Béatrice et m'a regardé avant de dire que Chloé n'avait pas à rendre son appartement. La table est devenue silencieuse et l'expression de Béatrice a changé. Elle s'est tournée vers moi comme si mon père n'avait pas parlé en disant que j'étais égoïste et que Léa était en difficulté et que je n'étais pas la seule qui comptait dans cette famille. Ce mot égoïste a résonné exactement comme elle le souhaitait devant Léa et devant les autres tables du brunch car elle voulait que je craque. Je n'ai pas craqué mais Béatrice a continué en se tournant vers la table à côté de nous où se trouvait un couple de sexagénaires qui écoutaient manifestement et elle a dit de manière presque théâtrale si tout le monde voyait ce qu'elle devait supporter car sa sœur avait juste besoin d'un endroit où loger et je ne voulais pas faire d'efforts.
La femme à la table d'à côté a vite détourné le regard tandis que l'homme a étudié son menu. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou et je l'ai réprimée sans rien dire. J'ai pris mon verre d'eau et j'ai bu une lente gorgée, ce qui était la chose la plus délibérée que j'ai jamais faite. Ce que je ne savais pas encore et ce que j'allais apprendre avant la fin de ce brunch était que Béatrice était déjà allée plus loin qu'une simple exigence verbale car elle avait déjà contacté mon propriétaire. Si on a déjà essayé de vous prendre quelque chose que vous avez construit vous-même, alors restez avec moi car ce qui s'est passé ensuite est la partie que Béatrice n'avait pas prévue. 3 jours avant ce brunch, j'avais reçu un message vocal de mon propriétaire Monsieur Lefebvre me demandant de le rappeler concernant un changement d'intérêt pour le logement. Je n'avais pas compris ce que cela signifiait en l'entendant mais je l'avais rappelé immédiatement. Il m'avait dit qu'une femme l'avait contacté en disant qu'elle était ma belle-mère et que j'envisageais de quitter le logement et que sa fille voulait reprendre le bail. Il a ajouté que la femme avait demandé s'il y avait une option de résiliation anticipée et si la caution pouvait être transférée. Mon propriétaire à son honneur avait répondu qu'il aurait besoin d'avoir mon accord direct. Je lui ai dit que je ne partais pas et que l'appel n'avait pas été autorisé par moi. Il a dit qu'il comprenait et que rien ne changerait de son côté sans un préavis écrit de ma part. Je l'ai remercié et j'ai raccroché puis je suis restée assise dans ma cuisine pendant environ 10 minutes sans bouger. Je n'ai pas pleuré car j'avais passé le stade des larmes et ce que je ressentais à la place était quelque chose de plus froid et de plus utile. J'ai réouvert le message vocal puis j'ai lancé l'enregistrement de mon écran de téléphone et je l'ai fait défiler 2 fois avant de sauvegarder les 2 copies. Puis j'ai ouvert mes emails et je me suis envoyé un résumé écrit de ce que Monsieur Lefebvre m'avait dit au téléphone avec l'heure précise et les détails afin d'avoir une trace officielle. J'ai appelé mon père ce soir-là et je lui ai dit exactement ce que Monsieur Lefebvre m'avait raconté en lui lisant le message vocal du propriétaire mot pour mot. Mon père n'a pas dit grand-chose mais m'a demandé de lui envoyer l'enregistrement, ce que j'ai fait. Ce que mon père a fait ensuite je ne l'ai appris que plus tard car il a transféré l'enregistrement à une amie avocate nommée Maître Valérie Morel qui s'occupait d'affaires civiles et lui a demandé si cela constituait une fausse déclaration. La réponse de Valérie était revenue sous 24 heures en confirmant que si le but était d'inciter le propriétaire à proposer le logement à quelqu'un d'autre en fournissant de fausses informations, c'était une ingérence caractérisée dans une relation contractuelle. Mon père a imprimé cet email et l'a apporté au brunch. Quand Béatrice m'a traité d'égoïste, mon père a glissé la main dans la poche de sa veste et a posé son téléphone sur la table. Il avait déjà préparé le message vocal et a appuyé sur lecture. La voix de Béatrice est sortie du haut-parleur où elle donnait son nom et expliquait que je libérais les lieux et que sa fille Léa était intéressée par le studio en posant des questions sur la caution et la disponibilité. L'enregistrement durait 47 secondes et la fourchette de Léa a cessé de bouger. Béatrice a bafouillé qu'elle posait juste des questions mais mon père a rétorqué qu'elle avait menti en disant que je partais. Mon père avait déjà tout prévu avec son amie avocate et ce que Béatrice avait fait en contactant mon propriétaire sous un faux prétexte n'était pas anodin car c'était potentiellement passible de poursuites juridiques. Mon père l'a exposé calmement à table comme il le fait quand une décision est prise en disant à Béatrice qu'elle s'était ingérée dans ma vie privée et que si cela se reproduisait il traiterait cela comme une affaire judiciaire. Il a fait glisser l'email imprimé de Maître Morel sur la table et Béatrice l'a lu sans parler pendant un long moment. Elle a fini par dire qu'elle essayait seulement d'aider Léa mais mon père a répondu qu'il fallait aider Léa avec leur propre argent et non avec mon appartement. Il m'a ensuite regardé pour s'excuser de cette situation et c'était plus que suffisant pour moi. 2 semaines plus tard, mon père et Béatrice ont commencé une thérapie de couple et je n'ai pas demandé de détails. Léa a finalement trouvé un petit studio social quelques quartiers plus loin. Je ne sais pas si elle était au courant des manigances de sa mère et j'ai choisi de ne pas poser la question. Mon bail a été renouvelé en mars et je l'ai signé moi-même comme la première fois. J'ai toujours cet appartement et ma place de parking tandis que Monsieur Lefebvre connaît toujours mon nom. Le jeudi soir je fais toujours cette marche de 15 minutes vers cette salle jaune pâle au 3e étage de l'hôpital et Béatrice n'a plus jamais reparlé de mon logement. Cette histoire est un exemple frappant de la nécessité de protéger son indépendance et ses frontières personnelles même au sein de la famille. Dans le contexte français où le marché de la location est extrêmement tendu surtout dans les grandes villes comme Paris ou Lyon, posséder son propre bail est un accomplissement majeur pour une jeune femme de 25 ans. La tentative de la belle-mère d'utiliser la manipulation et le mensonge auprès d'un propriétaire bailleur est non seulement moralement condamnable mais aussi juridiquement risquée.
Heureusement que le père a su faire preuve d'une intégrité exemplaire en utilisant les outils légaux pour protéger sa fille plutôt que de céder au favoritisme. Cela nous rappelle que le respect ne se négocie pas et que la solidarité familiale ne doit jamais servir de prétexte à la spoliation des efforts d'autrui. La réaction de Chloé, qui reste calme et méthodique en enregistrant les preuves, montre une grande maturité face à une agression émotionnelle. Et vous, que feriez-vous si un membre de votre famille tentait de saboter votre contrat de location ou de vous expulser de votre propre foyer pour favoriser quelqu'un d'autre? Pensez-vous que le père a eu raison d'impliquer une avocate dans cette affaire familiale? Partagez vos expériences et vos avis dans les commentaires.